Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Amphithéâtre Éco dans lequel nous allons parler aujourd'hui de l'épargne à partir des résultats de l'enquête annuelle menée par le CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique pour AG2R La Mondiale, Amphithéâtre et le Cercle de l'épargne. Dans cette étude, on peut retenir que 65% des Français interrogés dans un échantillon de 1000 personnes placent en 2023 le livret A en tête des placements les plus intéressants, devant l'immobilier locatif, 60%, et l'assurance vie, 56%. Comment investir et placer son argent en 2023 avec la forte inflation, les tensions géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt et un livret A au plus haut depuis des années. Mais de leur côté, malgré ce contexte, les places financières et les bourses mondiales, à commencer par le CAC 40, sont au plus haut. À toutes ces questions, nous allons avoir des réponses avec les deux experts qui nous accompagnent, Jérôme Jaffray, le directeur du CECOP, et Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne. Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Jérôme, entre le débat sur le pouvoir d'achat et le retour de l'inflation, les Français ont-ils changé leur façon d'épargner ? Là où vous avez raison de souligner, le retour de l'inflation est évidemment un élément capital dans la vie des Français, dans la vie économique, mais dans la vie même des Français, évidemment dans leurs relations pour les salaires, les calculs de prix, de dépenses, de retraite. C'est évidemment un souci de tous les jours. Il y a les problèmes de politique économique, de politique du gouvernement, mais pour les Français, c'est le problème de gérer leur budget qui se pose tout simplement. Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête, elle a été effectuée début février, vous l'avez souligné, auprès d'un échantillon national de 1000 personnes. Les intentions des Français sur les problèmes de dépenses et de consommation début 2023, le chiffre principal, c'est on va réduire nos dépenses et nos consommations pour l'année 2023. 43% des personnes interrogées mettent cet item en tête. Il n'y en a que 7% qui pensent qu'ils vont pouvoir les augmenter et 13% pour qui ça ne va rien changer. Alors, ce n'est pas une certitude de comportement parce qu'en début d'année, les gens nous donnent plutôt un sentiment. Peut-être qu'en fin d'année, on s'apercevra que finalement, ils ne se sont pas si mal sortis que cela. C'est évidemment les revenus faibles qui sont dans cet état d'esprit de réduire leurs dépenses et leurs consommations, mais aussi les revenus intermédiaires, la classe moyenne. Les classes moyennes sont aussi touchées par ce mécanisme d'inflation qui compte. Du coup, sur l'épargne, le sentiment qui existe, et là on voit que l'inflation, elle touche directement, est-ce que la valeur de votre épargne au cours de l'année écoulée a augmenté, diminué ou est restée à peu près la même ? La réponse dominante, c'est la valeur de mon épargne a diminué au cours de l'année écoulée. 40% des personnes interrogées font cette réponse. Et ce qui est très étonnant, parce que c'est rare dans les sondages sur les questions d'argent, les questions économiques, c'est à peu près également réparti, quelle que soit la catégorie sociale ou le niveau de revenu. C'est à peu près 40% des gens qui disent le niveau de mon épargne a diminué. Du coup, il y a évidemment un rapport à l'épargne pour cette année en cours qui est différent. Il y a une partie des gens qui disent que pour soutenir leurs dépenses et leur consommation, ils vont puiser dans leur épargne. C'est une réponse qui est plus souvent citée que les autres. Il y a ceux qui disent on ne va pas toucher à notre épargne, mais on n'aura pas la capacité d'augmenter notre épargne. Et puis il y a une petite partie qui dit pouvoir augmenter son épargne. Alors ceux qui vont puiser dans leur épargne, c'est logique, c'est plutôt les bas revenus, c'est plutôt les jeunes actifs de 25 à 34 ans parce qu'ils ont des dépenses croissantes de jeunes ménages et souvent de jeunes parents, et puis ceux qui pensent que la valeur de leur épargne a diminué. Si la valeur de mon épargne diminue, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à garder mon épargne ? Ceux qui disent qu'ils ne vont pas toucher à leur épargne mais pas l'augmenter, c'est les personnes âgées, les retraités, beaucoup plus. Là, voilà, on garde ce qu'on appelait autrefois le bas de laine. Et puis ceux qui pensent pouvoir augmenter leur épargne sont les très jeunes, parce que souvent ils rentrent dans la vie active et ils se trouvent avec une montée de leurs ressources par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. Alors, sur les préférences des Français, sur les placements, qu'avez-vous pu constater comme changement dans cette enquête annuelle ? Ce qui frappe dans cette enquête, si vous voulez, c'est
D'habitude, on a une grande stabilité sur les questions de placement. Avec le cercle de l'épargne Amphithéa et AG2R, on pose la question pour différents placements. Est-ce que le placement est intéressant ou pas intéressant de placer son argent comme ça? Grande stabilité en général, c'est ce qu'on a. Ce qui se passe cette année, c'est un basculement absolument impressionnant qui dit quand même la sensibilité du public. Et là, vous l'avez dit en introduction, c'est le livret A qui devient le placement quasi miracle avec le relèvement de son taux d'intérêt qui est maintenant à 3%. En 2021, nous avions 26% des personnes interrogées dans notre sondage qui disaient « le livret A, c'est un placement intéressant ». En 2022, 34%. Et cette année, début 2023, 65%. Je n'ai jamais vu, je dois dire, un mouvement pareil. Et alors on pourrait se dire, bon, c'est évidemment plutôt des gens modestes qui voient ça. Non. Nous avons 63% des ouvriers qui répondent c'est un placement intéressant et 64% des cadres. On pourrait se dire c'est les jeunes plutôt qui se disent c'est une opportunité. Non, le record par exemple c'est chez les retraités. 75% qui disent que c'est un placement intéressant. Bref, dans notre société, un placement qui peut rapporter 3% net d'impôts, c'est un placement qui est jugé magnifique. Voilà où nous en sommes sur la situation des placements et de leur intérêt aujourd'hui. Deuxième et dernier élément, très brièvement, on y reviendra je pense, c'est le recul des crypto-monnaies. Nous avons posé la question en citant le Bitcoin comme une des crypto-monnaies. 22% des Français, il y a un an, déclaraient c'est un placement intéressant. Avec la crise de Bitcoin qu'il y a eu et un certain nombre d'échos inquiétants, c'est un pourcentage qui est tombé à 15%. La question que je poserai à un expert comme Philippe Crevel, par exemple, qui se trouve en face de moi, c'est une chance. Est-ce que c'est quelque chose qui est provisoire? Est-ce que l'attrait du numérique et de la nouveauté ne vont pas corriger les choses là-dessus? Vous voulez répondre tout de suite, Philippe? Alors sur les bitcoins, sur les crypto-monnaies, il est vrai que l'enquête donc 2023 a été réalisée au moment où la valeur de ces cryptos était au plus bas. Donc ça a évidemment influencé le résultat. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes, en revanche, restent sensibles à ce type de placement et n'ont pas décroché comme le reste de la population. Il y a au sein de la population, donc chez les moins de 35 ans, une appétence relativement forte pour ce type de placement et cela pourrait perdurer, surtout si le caractère hautement spéculatif s'estompait un petit peu et si on était sur des placements, on va dire, un peu plus prévisibles que ce qu'on a connu ces dernières années. Donc c'est un peu demain qu'on verra si les cryptoactifs peuvent réellement occuper une place parmi donc, les différents placements. Alors, je reviens sur le livret A. Philippe, est-ce que cette faveur retrouvée du livret A correspond à des records de collecte et est-ce que cela s'accélère? Oui, les résultats de Jérôme Jaffray et de son enquête de 2023 sont en phase avec les résultats du livret A depuis le début de l'année. Plus de 22 milliards d'euros ont été collectés sur ce produit d'épargne depuis le mois de janvier. Et donc là, ce sont les résultats fin avril. Et donc, c'est un record depuis 2009. En fait, il y a seule l'année 2009 qui fait mieux parce que c'était la banalisation de ce produit qui était avant exclusivement distribué par les caisses d'épargne et par la banque postale. Donc il y a un véritable engouement sur le livret A lié au relèvement donc, de son taux de rémunération 3 fois en une année et cela a amené donc les épargnants à se délester donc, de leur liquidité qu'ils avaient sur les comptes courants pour les mettre en partie sur le livret A et également sur le livret de développement durable et solidaire, qui est le petit cousin donc, du livret A, et à titre plus accessoire, mais néanmoins réel, le livret d'épargne populaire, dont Jérôme Jaffray n'a pas parlé, mais qui a un rendement de 6,1% parce qu'il est indexé sur l'inflation. Ce produit qui était en donc, dégénérescence, qui n'accueillait pas énormément de nouveaux épargnants et de collectes, a connu un regain de popularité. Évidemment, c'est lié à cette rémunération importante. Mais le livret d'épargne populaire, il est réservé à une catégorie de personnes, c'est pas à tout le monde. Le livret d'épargne populaire, comme vous l'avez dit, est réservé donc à une partie de la population française. Il faut avoir pour une personne seule un revenu fiscal de référence inférieur à 21 300 € par an. Jérôme Jaffray, l'assurance vie en 2023 semble rester aussi un placement rentable. Mais reste-t-elle l'une des placements préférés dans le cœur des Français?
C'est vrai que l'assurance vie a un statut particulier dans notre pays. Un éminent spécialiste de ces questions dit souvent que c'est le couteau suisse des placements, c'est-à-dire au fond qui sert à tous les objectifs. On vise un investissement et souvent un achat immobilier, l'assurance vie le prépare. C'est une épargne de précaution en cas de coup dur, de difficulté. Elle marque les étapes de la vie aussi, la préparation de la retraite et même au-delà, je dirais, la préparation de sa succession. C'est-à-dire que nous avons un placement qui fonctionne sur tout un clavier et ça lui donne ce statut particulier. Il a du coup une assez grande stabilité dans la réponse à la question que nous posons, est-ce que c'est un placement intéressant ou pas intéressant? 56% des Français disent c'est un placement intéressant. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le même score parmi les actifs ou parmi les retraités. Ça, pratiquement la même chose selon l'âge, sauf chez les très jeunes. Et là, il faut bien dire que le mot assurance vie intéresse moins les jeunes. Presque dans l'expression même, c'est évidemment moins parlant pour eux que d'autres types de placements. Et pour les niveaux de revenus, ce qui est intéressant également, c'est qu'il a une fonction d'équilibre. En particulier, je disais l'inquiétude des classes moyennes sur les problèmes d'inflation et de dépenses. L'assurance vie a une cote très élevée dans les revenus intermédiaires, ceux des classes moyennes. Et ce qui est également intéressant, dans le détail du sondage du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa, 83% des personnes possesseurs d'assurance vie jugent intéressant ce placement, avec la surprise que j'éprouve et pour laquelle peut-être Philippe Crevel aura des lumières comme sur beaucoup de sujets, peu de différence entre les détenteurs d'assurance vie en unité de compte et d'assurance vie en fonds euros, alors que j'aurais attendu des différences. Dernière remarque, avant de lui céder la parole sur ce point, la notion d'impôt sur le patrimoine, les placements ou les loyers qu'on peut toucher. Alors évidemment, nous n'avons pas dit dans cette question la fortune. Nous n'avons pas employé le mot les riches, la fortune. Mais l'idée d'imposer davantage le patrimoine sur des placements financiers ou les loyers, c'est massivement une réponse, on n'augmente pas. Soit on maintient, voire on souhaiterait même qu'on baisse. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les personnes qui déclarent n'avoir aucun patrimoine, car on a posé la question, quelle est l'ampleur de votre patrimoine si vous deviez l'évaluer. Ceux qui ont, nombreux, qui disent qu'ils n'ont aucun patrimoine, même ceux-là disent qu'il ne faut pas augmenter l'impôt sur les patrimoines. Alors Philippe Crevel, justement, la collecte de l'assurance vie est-elle en progression? Et pour répondre à la question de Jérôme de tout à l'heure, quelle est l'évolution entre les fonds euros et les unités de compte? Alors, l'assurance vie, depuis le mois de janvier, donc jusqu'à fin avril 2023, est en collecte positive. 4,2 milliards en collecte nette sur les 4 premiers mois de l'année. C'est vrai que c'est beaucoup moins que le livret A, 22 milliards d'euros, mais nous restons en territoire positif. Il n'y a pas de divorce entre les Français et l'assurance vie. Comme l'a bien indiqué Jérôme Jaffray à l'instant, c'est un produit qui est inscrit dans notre patrimoine culturel, en plus d'être dans le patrimoine de chacun d'entre nous. Et donc il n'y a pas de problème avec l'assurance vie, bien au contraire. Il y a, c'est vrai Claudette, une évolution. Les Français sont de plus en plus portés sur les unités de compte, qui sont adossées donc à des fonds d'investissement qui peuvent être actions, obligations, monétaires, immobiliers, voire un cocktail de tous ces types de placements. Et ils sont un peu moins fonds euros. Pourquoi? C'est assez simple. Les Français sont des épargnants assez lucides. Ils ont constaté ces dernières années que le rendement des fonds euros, qui atteignait 4,5% dans les années 2000, est passé à 1,28% en moyenne en 2021. Et donc, ils se sont détournés de ce type de support pour aller vers les unités de compte qui ont un rendement potentiel sur moyenne période supérieur aux fonds euros. C'est vrai qu'en 2022, il faut le noter, le rendement des fonds euros est à nouveau en hausse avec un taux de 2%. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt augmentent et donc dans les prochaines années, il est fort probable que le rendement des fonds euros sera en progrès, ce qui permettra certainement d'équilibrer un peu plus fonds euros ou unités de compte avec une amélioration du rendement général donc du contrat d'assurance vie. Alors, 520 milliards d'euros sont comptabilisés sur les comptes courants actuellement. L'épargne, on l'a vu, rapporte de nouveau et un peu plus qu'il y a quelques temps. Est-ce que cela va continuer? Alors là, vous mettez deux choses dans votre question. Un, les Français
ont laissé pendant des années beaucoup d'argent dormir sur leur compte courant, sur les dépôts à vue, comme on dit, de manière globale. On est monté même jusqu'à 540 milliards d'euros au mois de septembre 2022. C'était l'époque où l'épargne de taux, le livret A, les fonds euros ne rapportaient pas forcément énormément. Et donc les Français se disaient, entre le laisser dormir sur son compte courant ou le placer, je ne vois pas beaucoup l'intérêt, c'est le cas de le dire. Et donc ils ne faisaient rien. Depuis le mois de septembre dernier, les Français ont commencé à réallouer leur épargne. Ils ont, en priorité, basculé des milliards d'euros sur les livrets A, sur le livret de développement durable, pour les plus modestes, sur le livret d'épargne populaire. Ils ont également continué à mettre de l'argent sur l'assurance vie, et puis sur un autre produit, le plan d'épargne retraite, qui connaît donc un essor important. Les Français, donc, utilisent leur liquidité pour aller sur des produits mieux rémunérés. C'est une bonne chose, car avec l'inflation, laisser dormir de l'argent sur son compte courant, c'est la supporter entièrement, c'est supporter une dépréciation de valeur. Si l'inflation est de 6%, on perd 6%. Il vaut mieux mettre sur un livret A, on divise par 2 la perte, ou sur un fonds euro, ou sur des unités de compte d'assurance vie. Donc, c'est de bonne politique. Mais il reste, aujourd'hui, à fin avril 2023, il restait plutôt 520 milliards d'euros sur les dépôts à vue. C'est plus de 100 milliards d'euros par rapport à la période d'avant Covid. Et si je me mets il y a 10 ans, c'est 200 milliards d'euros de plus. Les Français ont accumulé énormément d'argent sur leur compte courant, et donc il y a des possibilités d'améliorer le rendement en regardant tout ce qu'il y a dans la kyrielle de produits existants sur le marché pour justement dynamiser son épargne. C'est une bonne pratique pour soi, c'est comment mieux gagner d'argent avec son épargne, et puis c'est faire également une bonne action pour le pays en finançant les entreprises, en finançant l'État pour la transition énergétique. Donc il y a tout avantage à réallouer son épargne. Alors pour rester dans l'épargne, Jérôme Jaffray, si l'on considère maintenant le fait d'épargner pour sa retraite, est-ce aujourd'hui devenu plus difficile pour beaucoup de Français ? C'est une question évidemment majeure pour la préparation de la retraite des Français. Placer de l'argent dans un produit d'épargne pour améliorer sa retraite, c'est une question que nous posons dans l'enquête d'Amphithéa et du Cercle de l'épargne depuis des années. Et la comparaison qu'on peut faire avec la période avant Covid, que vient d'évoquer Philippe Crevel, c'est que nous avons une stabilité à peu près parfaite de ceux qui épargnent régulièrement, qui placent donc de l'argent dans un produit d'épargne retraite. 26% des non-retraités déclarent le faire. C'était le même pourcentage il y a 4 ans, avant la crise du Covid. La forte baisse, c'est ceux qui épargnent quand c'est possible. Là, nous avons un taux qui passe de 33% à 25%. C'est une baisse extrêmement nette. Elle est évidemment en large partie liée au niveau de revenu. La baisse est de 11 points parmi ceux qui ont un revenu modeste, alors qu'elle n'est que de 3 points parmi ceux qui ont un revenu élevé. Mais on voit bien quand même que la capacité à la fois de protéger son épargne, de préparer ce qu'on appelle maintenant, qui est une référence devenue fondamentale, le bien vieillir, sépare les groupes de Français qui ne peuvent pas le préparer de la même façon. L'objectif principal des personnes, c'est souvent d'être propriétaire de son logement au moment de la retraite, mais il y a un rôle de l'épargne qui se situe à côté. Alors l'outil des actifs, c'est le PER, dont parlait Philippe Crevel, c'est l'assurance vie pour les retraités, et là, je dirais que c'est les 2 piliers d'épargne qui permettent d'avancer vers la retraite. Alors le bien vieillir, il sera question dans une nouvelle émission d'Amphithéa Éco. Philippe Crevel, quelles sont les données de collecte sur l'épargne retraite ? Alors, l'épargne retraite, c'est aujourd'hui le plan d'épargne retraite, c'est le PER, qui a été créé par la loi Pacte de 2019 et qui est commercialisé donc depuis le 1er octobre 2020, en lieu et place donc des anciens produits comme le PERP, les contrats Madelin que nous avions connus dans le passé. Et ce PER, aujourd'hui, connaît un succès important malgré un contexte économique compliqué. Nous avons eu le droit à la crise sanitaire et nous avons eu le droit donc à la guerre en Ukraine, qui est anxiogène. Et malgré tout, aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de Français qui ont un plan d'épargne retraite individuel pour un encours qui dépasse 50 milliards d'euros. Si on rajoute les PER en entreprise, nous arrivons à plus de 7 millions de Français qui sont couverts avec un encours de 80 milliards. Depuis le 1er janvier,
2023, il y a plus de 370 000 Français qui ont ouvert un plan d'épargne retraite. Ce qui témoigne à la fois donc d'une volonté forte de chacun des Français de préparer sa retraite. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est important même pour les jeunes générations qui sont celles qui sont aujourd'hui portées à ouvrir un PER dès l'âge de 35-40 ans, quand avant on attendait 45-50 ans. Donc il y a un rajeunissement de la population des souscripteurs. Et d'autre part, ce succès se bâtit grâce en fait à certaines nouveautés de ce produit. Premièrement, la possibilité de sortir en capital, qui n'était pas prévue dans les anciens dispositifs, et d'autre part, la possibilité d'acquérir la résidence principale avant même l'âge de la retraite avec le PER. Et cela donc permet de faire le joint entre la préparation via l'acquisition de sa maison et la préparation de la retraite. Donc tout cela contribue au succès de ce produit mois après mois. Et sur le sujet du PER, si je puis me permettre, Claudette et Jérôme, je voudrais mettre en avant un ouvrage qui a été édité par Amphithéa, le guide du plan d'épargne retraite, que j'ai eu l'honneur d'écrire avec le directeur général d'Amphithéa, Yvan Stolarzuk. Quels conseils, Philippe, donneriez-vous pour placer de l'argent aujourd'hui? Quelles sont les opportunités à saisir ou les pièges à éviter? En matière d'épargne, en matière de placement, les vieux conseils sont les meilleurs. Diversité. Ne pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. C'était une vieille règle de nos grands-parents, de nos parents, et ça reste évidemment d'actualité. Vous parlez des emprunts russes, là Les emprunts russes, je crois que ce n'est pas forcément d'actualité, Jérôme, à l'heure actuelle, mais... Ça, c'est un piège à éviter? C'est un piège à éviter, et surtout, il ne fallait pas mettre tout son argent dans les emprunts russes, comme l'ont fait malheureusement des Français à l'époque. Il faut mettre, évidemment, dans des placements dits de taux, d'épargne de précaution, il faut avoir un livret A, il faut avoir un livret de développement durable, mais il ne faut pas y mettre toute sa fortune. Il faut évidemment compléter avec de l'assurance vie, il faut compléter avec des actions, c'est important pour avoir du rendement. Et puis, il faut avoir le plan d'épargne retraite. Il faut ouvrir relativement tôt ces produits, parce qu'il y a des avantages fiscaux qui y sont associés, en particulier sur le plan d'épargne retraite, mais également sur l'assurance vie où le meilleur régime est obtenu après 8 ans. Donc nous avons tout intérêt à avoir le plus tôt possible l'ensemble de la gamme de produits et de diversifier ses placements. Il faut savoir également engranger ses moins-values et ses plus-values. Ça signifie que parfois il faut savoir se défaire de produits qui ne gagnent rien et dont on sait que dans les prochaines années, il n'y aura pas beaucoup de gains à attendre. Et il faut savoir solder ses pertes. Et il faut également savoir engranger ses plus-values. Avant, on disait, il faut garder Air Liquide, par exemple, toute sa vie, ou du Total toute sa vie. Et puis, on attendait la mort et c'était les héritiers qui en bénéficiaient. Il faut savoir... C'est important, les héritiers, mais néanmoins, pour valoriser son patrimoine, il faut savoir vendre pour engranger les plus-values et se réorienter vers d'autres produits. Et ça fait partie d'une gestion active de son épargne. Et ça fait partie des conseils que l'on peut donner, savoir solder ses moins-values, savoir solder ses plus-values pour pouvoir valoriser son patrimoine. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que nul est donc à même de connaître tous les produits financiers. C'est complexe. Il y a énormément de produits entre le PEA, l'assurance vie, le PER, les différentes catégories de PER. Il est donc très important de se faire conseiller en matière d'épargne. Quand on achète une voiture, on se fait conseiller par le garagiste et on va parfois regarder des revues spécialisées. En matière d'épargne, il faut également prendre donc des informations auprès d'organismes, auprès de ses conseillers en assurance, auprès d'associations comme Amphithéa qui délivrent donc des renseignements, des informations extrêmement utiles pour ses placements. Merci messieurs pour tous ces conseils, c'était très précieux. Merci, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'Amphithéa Éco et vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site internet amphithéa.com.